La métropole de Montpellier a toujours été une terre d'accueil pour les entreprises et l'innovation. Santé, environnement, agroécologie, industrie culturelle et créative ou artisanat, notre territoire est bouillonnant d'énergie et d'initiatives. Nombreux sont les entrepreneurs qui posent leurs valises dans la métropole pour y développer des projets aussi ambitieux que créatifs. Pour entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour faire bouger les lignes, inventer la ville du futur, partir à la conquête de nouveaux territoires et innover pour une société meilleure. Depuis l'arrivée d'Ubisoft dans les années 90, Montpellier est devenu un véritable bastion du jeu vidéo en France. Dans son sillage, plusieurs dizaines de studios se sont créés et ont choisi de s'implanter sur le territoire de la métropole. Mais toute aventure entrepreneuriale mérite préparation. Ainsi est né le Montpellier Game Lab. Ce programme d'accompagnement dédié au secteur du jeu vidéo est porté par le BIC de Montpellier, l'association Push Start et soutenu par Montpellier Méditerranée Métropole et la région Occitanie. Dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier, je vous emmène à la rencontre de Florent du BIC de Montpellier et de Frédéric de Push Start qui vous présenteront en détail cette initiative inédite. Nous entendrons également les témoignages d'Anaïs et Pierre, deux jeunes créateurs de jeux vidéo montpelliérains qui ont fait partie de la première édition de ce programme lancé en 2021. Bonne écoute. Moi je suis Frédéric Lopez, je suis dirigeant cofondateur du studio Altshift. On a eu des hauts et des bas, mais au final le studio a tenu bon et a connu des succès commerciaux importants et a vraiment décollé dans les années 2016-2017. Avec notre premier jeu qui s'appelle Note, qui est un jeu mobile. Quand on est un professionnel dans le secteur, il y a beaucoup d'avantages en fait dans la région. Il y a un tissu qui est très favorable à la création entrepreneuriale. Autour de ça, il y a énormément de choses positives comme des laboratoires de recherche, notamment le LIRM, donc laboratoire d'informatique et de robotique de Montpellier, qui, par ses recherches, peut contribuer aussi à l'innovation dans le jeu vidéo et pas uniquement. Dans le sillage d'Ubisoft, on a pas mal de studios qui se sont créés. Donc on a beaucoup dans ce tissu de jeux vidéo local, beaucoup de petits studios. Quand on a The Game Bakers, quand on a Altshift, quand on a ces petites pépites aussi qui se créent comme Fireplace ou Exalted Studios. Donc on a des gens qui réussissent et ça fait tache d'huile. Ces bonnes pratiques, elles se transmettent de studio en studio. Donc il y a un vrai avantage, un vrai intérêt à s'installer à Montpellier par cet écosystème. Frédéric Lopez est l'un des acteurs à l'origine de la création du Game Lab. Il a travaillé en collaboration avec Florent Desserre du BIC de Montpellier et François Cuben, le directeur général de Push Start, à la mise en œuvre et la réussite de ce programme d'accompagnement porté par la métropole de Montpellier. Ensemble, ils ont construit cette initiative avec la conviction que les jeunes studios avaient des besoins spécifiques au moment de leur lancement. Je suis Florent Desserre, je suis un des chargés d'affaires du BIC de Montpellier, donc j'accompagne des entrepreneurs dans le développement de leur entreprise. Et en particulier, je m'occupe d'actions d'open innovation, dont le Montpellier Game Lab. Montpellier fait partie des grandes terres du jeu vidéo en France, avec à la base pas mal de formations et aussi une grande entreprise Ubisoft qui est présente depuis pas mal d'années. Le Montpellier Game Lab, c'est la convergence de plusieurs intérêts de partenaires. Côté BIC de Montpellier, c'était offrir une meilleure réponse à des studios qui nous sollicitaient. Côté association Push Start, c'était apporter un plus gros accompagnement aux entrepreneurs qui créent de jeunes studios. Et puis également pour la métropole, c'était aussi mieux accompagner un des secteurs phares des ICC, donc des industries culturelles et créatives. Le BIC, ils ont vraiment l'habitude d'accompagner des structures qui sont sur l'innovation technologique. Donc c'est comment monter son entreprise, quels sont les statuts juridiques appropriés, comment on monte son équipe, comment on va chercher des aides de type subvention, des avances, donc il y a un côté finance publique aussi. Donc c'est tout un aspect entrepreneuriat plus généraliste.
Du côté PushStart, l'avantage de PushStart, c'est la communauté. Et dans la communauté, il y a beaucoup d'experts qui ont déjà beaucoup d'expérience dans le jeu vidéo. Donc, qui ont déjà monté leur studio, qui ont déjà lancé des produits sur le marché. Donc, côté PushStart, on va avoir un accompagnement un peu plus centré sur la filière jeu vidéo elle-même. Comment ça fonctionne, la chaîne de valeur, elle est spécifique aux jeux vidéo. Tout le principe des publishers, le financement du jeu vidéo n'est pas forcément le même que sur le marché de l'innovation plus généraliste. Donc sur PushStart, vraiment, on apporte toute cette spécificité par rapport à la filière. Tout commence par la sélection des studios. Donc, on a fait un appel à candidature et on a sélectionné parmi tous les candidats 5 studios qui nous paraissaient à la fois dans le bon niveau de maturité et avec l'ambition. On a mis en place des points mensuels qui nous permettaient de suivre l'avancement des studios. En parallèle, il y a eu des sessions de formation, des ateliers avec des experts sur des thèmes spécifiques. Par exemple, tout ce qui est propriété intellectuelle, financement spécifique des studios de jeux vidéo. Ensuite, il y avait également du mentoring par des acteurs un peu plus chevronnés issus de PushStart. Donc, finalement, sur 6 mois, ça a été rythmé par les rendez-vous individuels mensuels, avec ensuite tout un ensemble d'ateliers et de coaching spécifiques pour les entrepreneurs. Le profil des studios rencontrés, c'était des studios assez jeunes, et le type de problématique qu'ils rencontraient, pour certains, c'était comment j'embauche mes premiers salariés, comment en particulier je vais gérer la propriété intellectuelle de tout ce qui est créé par mon équipe. Je ne sais pas comment construire la société, comment la financer. Et donc, on les a accompagnés sur toute cette réflexion, à la fois de passer de l'idée ou d'un prototype à un jeu réel, et puis également permettre de financer le développement du jeu. Cinq studios montpelliérains ont eu la chance de pouvoir participer à la première édition du Game Lab. Be-Black Studio, Build the Light, Exalted Studio, Fireplace Game et Play Curious. J'ai eu la chance de rencontrer Anaïs de Fireplace Game et Pierre de Build the Light. Ils reviennent sur leur parcours et les bénéfices qu'a pu leur apporter ce programme d'accompagnement. Je m'appelle Anaïs Simonet, je suis CEO de Fireplace Games, donc il y a un tout jeune studio montpelliérain qui a été monté il y a bientôt 2 ans maintenant. À la base, moi, j'ai fait des études pour être artiste dans le jeu vidéo. Et dans ma dernière année d'études, j'ai développé un prototype de jeu étudiant avec des camarades d'école qui s'appelait... le jeu s'appelait En Garde. Et il a gagné pas mal de visibilité de la part de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur le jeu. On a gagné notamment quelques prix. On a exposé notre jeu à l'international dans un grand salon. Et du coup, c'est au bout de environ 2 ans après la fin de nos études qu'on a recontacté à nouveau tous les étudiants qui avaient travaillé dessus. Et on a pris la décision ensemble de quitter nos jobs et de cofonder en fait Fireplace Games. Et puis depuis, on a recruté et aujourd'hui, on est 14 personnes. Quand on a monté le studio, je me suis proposée pour prendre la direction du studio et de un peu m'auto-former à tout ce qui était légal, administratif, gestion. Donc j'ai un petit peu changé de carrière au passage aussi. Nous, par rapport à d'autres projets qui ont postulé, on était quand même assez avancés parce que au moment où on a candidaté, on avait par exemple déjà des fonds, on avait déjà un prototype. Et en fait, nous, ce qui nous manquait le plus, c'était plutôt l'aspect un peu mentorat avec Frédéric, avec Florent, avec François, pouvoir discuter avec eux régulièrement pour leur parler en fait des soucis qui allaient pouvoir émerger au cours de notre production. Je suis Pierre Mauger, j'ai 40 ans, je suis le cofondateur de studio Build the Light avec mon collègue Géraud Toussaint, passionné de dessin, passionné de tout ce qui est manga, culture animée japonaise, notamment depuis le Club Dorothée, c'est la grande époque, on va dire. L'infographie 3D, c'était une opportunité, et du coup, la bascule vers le jeu vidéo, et donc vers ce qu'on appelle la 3D temps réel, elle s'est faite aussi relativement naturellement, de par mon activité de prof, et j'ai croisé à ce moment-là, en fait, Géraud Toussaint, et lui est programmeur
de formation. Moi, je suis artiste, donc on se complétait bien. Et j'avais un petit problème, c'est-à-dire que quand je faisais des pièces en 3D, notamment, c'était très joli, c'était beau, il n'y avait pas de souci, mais c'était très mort en fait. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de mouvement. Et Géraud, lui, c'était un peu le contraire. C'était la partie visuelle finalement qui lui manquait. Donc à partir de là, on s'est dit que ça se complétait bien. On est parti sur ce projet donc de bibliothèque. Et au bout d'un certain temps, on n'a pas nié l'évidence, c'est-à-dire qu'on avait plutôt un petit prototype de jeu. Donc on s'est dit, allez, on franchit le cap, on saute le pas vraiment, et on se fait un petit jeu de 1 heure. On a passé 1 an et demi au final dessus avec plusieurs autres collègues donc on l'a sorti en 2019 sur la plateforme itch.io et ça a été une très très bonne expérience. Et à partir de là, voilà, l'idée du studio était là et on a dit on va y aller. Quand on a postulé pour le Game Lab, alors on n'avait pas vraiment d'attente particulière. On avait quand même des axes où on voulait être rassuré et on voulait aussi certes sur certains axes vraiment prendre des compétences. Par exemple, le marketing, c'est quelque chose qu'on connaît pas du tout. C'est un vrai métier. C'est quelque chose de très important, je pense, actuellement en jeu vidéo. Et là, pour le coup, nous, avec Géraud, on était vraiment 2 feuilles blanches. Quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'expérience là-dedans, que vous montez votre structure, je pense que juste des personnes compétentes qui vous disent « c'est bon, Pierre, Géraud, vous plantez pas, vous avez raison », ou éventuellement même « attention, là vous avez tort, vous devriez plutôt considérer ça comme ça, changer votre plan, changer votre optique ». Simplement ça, en fait, c'est hyper sécurisant quand on se lance, comme je t'ai dit, dans l'aventure au final. Clairement, nous, la gestion de production, c'était vraiment, on va dire, notre plus gros point faible au moment où on a monté le studio, pour plusieurs raisons. Déjà parce que on était un jeune studio qui vient de se monter, c'est toujours compliqué. Quand on commence, déjà on a commencé à 8, on a été rapidement 9. Au moment où on a monté le studio, on avait 1 an et demi d'expérience chacun. Et les personnes qu'on recrutait, on avait potentiellement encore moins. On était, on va dire, je pense, assez compétents sur nos domaines respectifs, mais le côté, travail en groupe, scoper un jeu, estimer les délais, estimer les coûts, c'est quelque chose avec lequel on n'était pas forcément à l'aise. Et le troisième critère, et qui est finalement le plus compliqué, c'est aussi qu'on est un studio qui est un petit peu particulier sur ses valeurs et sa façon de fonctionner. Ça nous tient vraiment à cœur de faire en sorte que tout le monde participe aux décisions qu'on prend à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle du projet dans une certaine mesure. Et au niveau en fait de la direction créative d'un projet, ça peut poser plein de problèmes. Puisque si tout le monde peut décider de tout et si tout le monde peut donner son avis, c'est aussi compliqué de trancher et de partir dans une direction précise. Et le Montpellier Game Lab, ça nous a pas mal aidé à identifier quels étaient les points de friction dans nos processus de décision et comment est-ce qu'on pouvait essayer de les régler ou comment est-ce qu'on pouvait essayer de fonctionner un peu autrement tout en restant en accord avec nos valeurs en fait. Après, au-delà de ça, on avait aussi la problématique, toujours dans la question de la gestion de la production, mais beaucoup plus concrète, qui était qu'on n'avait aucune personne de l'équipe dont le rôle était d'être producteur, donc de gérer les plannings, etc. Et du coup, on n'avait pas non plus les fonds pour recruter quelqu'un dont c'était le métier à temps plein, donc on a dû trouver une espèce de compromis, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment moi qui prends une partie de ce travail de gestion de production, et on a 2 leads en fait qui s'occupent de gérer en fait les tâches au jour le jour avec leurs équipes. Dans les personnes que le Montpellier Game Lab a contacté, ce qui était très très intéressant, c'est qu'en fait Emeric Thoy, c'est quelqu'un qui fait partie en fait de ces directeurs créatifs où c'est vraiment eux qui drivent en fait une vision. Pour nous, c'était super intéressant de discuter avec Emeric parce que lui, il fonctionne d'une façon différente, mais on pouvait voir en fait dans ce qu'il nous expliquait qu'est-ce qui fonctionne dans sa méthode à lui. Et qu'est-ce que nous, on pouvait en tirer, en fait. Et ça fait partie des choses qui nous ont pas mal aidés parce que petit à petit, on a un peu changé aussi la façon dont on gérait la production et la direction créative. Et disons qu'à la fin de l'incubation, on n'avait pas forcément toutes les réponses, mais on avait fait au moins le listing des problèmes potentiels et des risques potentiels, et on avait commencé à travailler sur les points principaux. La VR a des spécificités dans son marché, a des spécificités dans la façon en fait où on la vend. C'est-à-dire que tu ne peux pas montrer un jeu classique qui se joue à la manette en fait de la même façon que tu vas présenter en fait un jeu VR. Il faut faire beaucoup plus attention aux phases de gameplay que tu vas montrer. Une phase qui est très intéressante à vivre, à jouer,
quand tu as le casque, peut être, excuse-moi l'expression, mais très chiante en fait à regarder. A contrario, quelque chose qui peut paraître très sympa, très spectaculaire en VR en fait, et dire oh là là, dis donc ça c'est sympa et tout, à jouer ça peut paraître assez anodin. Et ça, ce qui était intéressant, c'est que Guillaume, quand on s'est rencontrés, c'était le premier contact qui nous a dit moi je suis passionné de VR. Et du coup, quand on s'est dit qu'on allait monter un petit teaser pour appeler un peu la curiosité et commencer une petite présence, on va dire, sur les réseaux, lui, il est vraiment venu pour nous dire non, ça, le montrez pas, montrez ça. Du gameplay, non plus de gameplay, moins de narration, parce qu'encore une fois, moi par exemple, je suis graphiste, donc pour moi un trailer, il doit mettre l'accent sur les visuels, sur les ambiances, etc. Et en fait, Guillaume m'a un peu corrigé par rapport à ça, en disant attention, si les joueurs VR sentent qu'il y a un potentiel de jeu, finalement, la partie graphique, c'est bien, c'est toujours intéressant, mais elle peut presque être anodine, elle peut presque passer après. Et lui, pour le coup, vraiment, c'était beaucoup plus chirurgical dans ce qu'il nous disait. Et les intervenants qui venaient sur le Game Lab, en fait, on sentait quand même vraiment une vraie implication, un vrai intérêt de leur part. Et humainement, c'est super intéressant et c'est vachement réconfortant, en fait, en vrai, quoi. L'arrivée du Game Lab dans l'équation Build the Light, en fait, elle a changé beaucoup de choses. Le Game Lab nous a expliqué assez rapidement en fait certaines problématiques qui sont liées à la visibilité des jeux, parce que actuellement ils sortent des dizaines et des dizaines de jeux par semaine, ne serait-ce que sur Steam. Comment tu veux exister finalement quand t'es dans une espèce de raz-de-marée finalement de production. Et c'est pour ça que nous on est arrivé très très vite. Vraiment, je pense pendant les premières semaines de discussion avec le Game Lab, en leur disant voilà, nous on va vraiment partir sur un projet VR. Je pense que vous l'avez compris, cette expérience a été riche d'enseignements pour tous les studios qui ont participé. Durant 6 mois, ils ont pu identifier leurs forces, leurs faiblesses et progresser au contact de consultants et d'experts en marketing, digital ou jeux vidéo. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, écoutez bien les quelques conseils qui suivent. Le jeu vidéo est en forte croissance, mais il y a d'autres domaines autour de la voix et de l'audio, autour du cinéma, autour du spectacle vivant. Et donc, cet incubateur pourrait être le préfigurateur d'autres incubations sectorielles sur ces différents domaines. Et donc, c'est en ce sens-là où ça vient en résonance avec la stratégie de la métropole sur le secteur des ICC. On est une des rares villes à pouvoir proposer ce type d'incubation et d'accompagnement pour le développement du studio. Après, on a aussi une grosse densité d'écoles et de formations autour du jeu vidéo ou plus globalement de la création numérique, de la création graphique. Donc, il y a des ressources là-dessus. Et puis, on a aussi des personnes qui sont issues de studios. Comme c'est un écosystème qui existe déjà depuis pas mal d'années, sur lesquels peuvent s'appuyer de jeunes entrepreneurs ou sur lesquels peuvent s'appuyer de jeunes studios. On a un bilan qui est très positif déjà avec des bons retours de l'ensemble des studios et puis une satisfaction des partenaires. On a eu une dizaine ou une douzaine de créations d'emplois pendant les 6 mois de l'accompagnement. Après, on a 5 studios qui avaient des niveaux de maturité différents, des ambitions qui étaient différentes. Chacun est ressorti du programme plus mûr sur les besoins qu'il avait. Mon plus gros conseil pour du jeu vidéo, surtout pour un petit studio qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup de fonds, ce serait vraiment faites un jeu. Ne vous lancez pas dans la création d'un studio si vous n'avez pas au moins une vertical slice, un petit prototype qui a été sorti. Ne pas s'être confronté un petit peu à une certaine réalité de la production et se dire le jeu vidéo, c'est ma passion, je vais faire du jeu vidéo. Pour moi, c'est un très très mauvais plan. Dans le sens où on se rend compte que la réalité de la production, c'est quand même quelque chose qui est fatigant, c'est assez stressant. Même quand on travaille avec des gens qu'on apprécie, c'est pas ça la problématique. En fait, dès le début, vous allez avoir des enjeux quelque part. Partir sur un premier projet vraiment qui doit sortir, qui doit être distribué, qui doit être vendu, et en même temps découvrir
la réalité d'une production. Après, les studios qui ont, déjà une petite expérience de la production et qui veulent juste en fait se monter, mon conseil ce serait de s'entourer de personnes qui connaissent vraiment le jeu vidéo. Et pour ça, simplement Push Start et les meets Push Start sont super intéressants parce qu'on a toujours quelqu'un pour discuter. En dehors du programme Game Lab, il y a toujours quelqu'un pour discuter, pour donner des conseils en fait. Et comme je te disais, on peut vraiment croiser un étudiant en école de jeux vidéo comme on peut croiser le grand patron d'un studio en fait sans même savoir que c'est lui qui dirige ce studio. Les conseils que je pourrais donner à des gens qui voudraient se lancer dans la création d'un studio, déjà premièrement, c'est vraiment d'avoir de l'expérience dans le domaine qui est visé, qui est similaire en termes de scope ou en termes de plateforme de destination, etc. C'est très très important parce que ça permet de voir comment ça marche, mais ça permet surtout de voir comment est-ce que ça marche pas. Le deuxième, c'est vraiment d'aller en parler, vraiment d'aller chercher des conseils, d'aller en parler à tout le monde. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de créateurs en fait d'une façon générale qui sont très sur la défensive par rapport à leur idée. Tout le monde peut avoir une super idée révolutionnaire. Le truc qui est compliqué, c'est de la réaliser. Et vous n'arriverez pas à la réaliser sans l'aide de personnes expérimentées, sans demander des conseils. Il y a vraiment cette envie aussi de rendre ce qu'on a reçu à un moment. Il faut vraiment pas être intimidé par le fait de contacter des gens, parce que souvent ces gens-là sont disponibles et sont ravis en fait de venir aider. Et je pense que le dernier conseil que je donnerais, c'est de bien choisir ses cofondateurs et de bien discuter, pas forcément du jeu que vous voulez faire, mais de comment est-ce que vous voulez faire des jeux. C'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre philosophie? Parce qu'il y a un moment où les questions vont émerger, et il vaut mieux qu'elles émergent au début et que vous ayez des conflits au début et que vous ayez le temps de les résoudre avant de monter votre boîte, plutôt que ça émerge en pleine production et que du coup ça ralentisse tout le monde et que ça bloque l'avancement de la prod, quoi. Vous êtes un jeune créateur de jeux vidéo et vous souhaitez lancer votre propre studio? La métropole de Montpellier abrite un écosystème unique en France et constitue un terreau favorable pour les jeunes pousses innovantes qui entreprennent dans le secteur des industries culturelles et créatives. N'hésitez pas à contacter l'association Push Start, le BIC de Montpellier ou les équipes de la métropole pour parler de votre projet et découvrir toutes les opportunités offertes par le secteur du jeu vidéo montpelliérain. Il est déjà temps de vous quitter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Dans la description de cet épisode, vous trouverez de nombreux liens utiles pour en savoir plus sur cette thématique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux d'Entreprendre à Montpellier pour poser vos questions et interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouvel épisode du podcast Entreprendre à Montpellier. Ce podcast a été produit par LFB Studio pour Montpellier Méditerranée Métropole. Réalisation Paul Angèle, mixage Bastien Nicolaï.